Ma question s'adresse à tous. Voilà, il n'existe pas encore de sentiment politique européen. D'ailleurs, ça suit un petit peu le débat là qui vient d'être fait. Et les citoyens ne considèrent pas l'échelon communautaire comme le dépositaire d'une part de leur souveraineté et finalement exercent peu de contrôle démocratique sur lui, alors qu'il existe un Parlement européen qui a beaucoup de pouvoir dans beaucoup de domaines avec la procédure de la codécision. Enfin, je ne vais pas développer les termes juridiques. Et donc finalement, comment faire prendre conscience aux citoyens européens des enjeux de ce qui est décidé à Bruxelles et comment les amener à y participer de manière, je dirais, naturelle, comme ils le feraient au niveau national, envers un exécutif normal, quoi. Voilà. Monsieur Wiesmann. J'ai envie de répondre par un apparent paradoxe. Vous connaissez l'existence du Conseil de l'Europe qui n'a strictement aucun pouvoir de décision. C'est une immense enceinte dans laquelle on parle. On dit très souvent c'est un lieu où il n'y a que des palabres. Or, je suis convaincu que ce qui avance en Europe avance à l'aide de palabres. Je répète d'une certaine manière ce que j'ai dit tout à l'heure. Et au fond, ce que j'ai appelé une conversation, eh bien, ça devrait se nouer dans des lieux tout à fait officiels. Et le Conseil de l'Europe, méprisé, traité par-dessus la jambe, et d'une certaine manière l'esquisse de ce qu'un véritable Parlement européen pourrait être. C'est là que se mettent en place, d'ailleurs, en matière de droits de l'homme, etc., des décisions qui vont ensuite être traduites politiquement par des décisions qui, en dernière instance, dépendent toujours des chefs d'État qui composent le Conseil des ministres de l'Union. On a une espèce de feuilleté de responsabilité. Je suis personnellement convaincu que nous avons intérêt à nous appuyer sur tout ce qui fait que la parole circule, que les opinions se clarifient dans l'argumentation. Je ne suis pas très loin de penser avec le philosophe allemand Habermas que l'avenir de la démocratie dépend de notre capacité de remplacer l'affrontement et la décision, qui accompagnent toujours les affrontements, par l'argumentation et la recherche d'un consensus fondé et par là légitime. C'est une sorte d'utopie qui est incarnée par le Conseil de l'Europe, mais c'est cette utopie-là que l'Europe devrait faire sienne face notamment à une Amérique devenue décisionniste par-delà tout ce qu'on peut imaginer. Parce que si on se demande où est notre lieu dans ce débat qui secoue le monde, je dirais que notre lieu, historiquement, est un lieu de débat, beaucoup plus que de décision unilatérale, même si au cours de notre histoire, et chaque fois que ça a eu lieu, nous avons payé un tribut extrêmement lourd quand des leaders charismatiques ont pris des décisions par-dessus tous les palabres. Je songe à la République de Weimar qui a été dénoncée exactement dans les mêmes termes que le Conseil de l'Europe. C'est un Parlement qui n'arrive jamais à se mettre d'accord pour décider d'une mesure. Et donc on a investi un être d'exception et on sait ce qu'il en est advenu. Pour moi, le principal problème de l'identité entre guillemets européenne est là, c'est-à-dire revendiquer l'héritage démocratique qui est un héritage de débat. Bronislaw Guermec, comment est-ce que vous répondez à cette question? Je crois qu'il faudrait poser ce problème de l'identité européenne. On peut le mettre entre guillemets ou non, mais quand même, nous avons des cartes d'identité. Est-ce qu'on pourrait mettre dans ces cartes d'identité la dénomination que nous sommes des Européens? Je vois très bien pourquoi Heinz Wiesmann n'aime pas le mot d'identité, parce que c'était un mot qui était abusé. Et il était abusé surtout parce qu'on faisait du mot l'instrument de la guerre. En fait, l'identité se définissait par rapport à l'autre. Moi, je me disais tel et tel pour dire que je ne suis pas comme l'autre. Alors, si on pense ainsi, il faudrait s'approcher au problème de l'identité européenne, non pas en cherchant de la définir de façon négative. L'Européen n'est pas turc, asiatique, américain, autre chose. Est-ce qu'on ne pourrait pas
cherchait à définir le socle des valeurs qui sont dans la tradition profonde de l'Europe. Je crois qu'en premier lieu, on pourrait dire qu'il y a dans la tradition européenne, il y a le doute, qui est un héritage très européen. C'est un doute qui est adressé à soi-même. L'Europe se met sans cesse en doute. En fait, quand on regarde l'histoire de la pensée européenne, on ne parle pas des réussites. On pourrait dire qu'il n'y a que la cité de la réussite, qui est la réussite de l'Europe. Mais en dehors de ces murs-là, en dehors de cette salle où il y a la réussite, il n'y a que des crises. La crise du XVIIe siècle, on peut voir dans toute la bibliographie de l'histoire de la pensée, il n'y avait que des crises. Mais chaque fois, avec ces crises, l'Europe s'affirmait. Et là, donc, premièrement, elle a une force de se mettre en doute, ça me semble important. Deuxièmement, l'Europe est très attachée aux droits de l'homme, à l'héritage des droits de l'homme, mais aussi à la pratique des droits de l'homme. Et elle est attachée au concept de la dignité de la personne humaine. Je crois que si on cherche à définir ce qui vraiment est présent dans la façon de penser européenne, on voit que ce respect de la dignité de la personne humaine, donc aussi bien la tradition chrétienne que la tradition critique à l'égard du christianisme, je pense, la pensée humaniste. Mais les deux acceptent que la personne humaine est une référence suprême. Et troisièmement, je crois que l'Europe, d'une certaine façon, elle est faible en affirmant son identité parce qu'elle est toujours ouverte aux autres. Ce qu'on appelait parfois une générosité européenne, ce que l'Europe offrait aux autres, ses pensées, ses idées, était en fait une façon de penser soi-même, c'est-à-dire une façon ouverte. Ce qui était créé dans la pensée européenne était une offre proposée par l'Europe aux autres. Mais si on dit ceci, il faudrait que cette conscience européenne, ce que le philosophe allemand Karl Jaspers appelait l'esprit européen, qu'il ait aussi le sens des responsabilités pour le mal qui est associé à l'Europe. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand on regarde l'histoire toute contemporaine, les deux guerres mondiales ont non seulement eu lieu en Europe, mais ont eu l'origine en Europe. Deux régimes totalitaires. Non seulement c'est sur le sol européen que l'idée même s'est formée, mais aussi la pratique des systèmes qui s'est formée. On peut dire aussi que l'Europe était ouverte, généreuse, offrait ses technologies, mais l'Europe était aussi un ensemble de puissances coloniales. Ainsi donc, si nous essayons de voir tout cela et nous essayons de prendre cela ensemble, je crois qu'il y a lieu de dire que l'identité européenne, c'est une responsabilité pour l'histoire européenne, un peu de fierté, puisque quand il n'y a pas de fierté, il n'y a pas de sentiment d'appartenance, mais surtout ce grand sentiment de responsabilité. Mary Robinson. Oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce point. Et peut-être je peux le mettre dans ce moment dont je parle, parce que je suis basé à ce moment aux États-Unis, à New York. Et je voyage beaucoup dans les États-Unis, je parle dans les universités, j'attends des conférences et tout ça. Et on a un sens que il y a un grand débat aux États-Unis à ce moment. Et même on critique plus que dans les journaux l'administration du président Bush, surtout parce qu'on a coupé les civil liberties aux États-Unis. Après le 11 septembre
les attaques terribles aux États-Unis. Le trauma de ça, c'est très profond. On a passé le USA Patriot Act et beaucoup des autres mesures pour les immigrants. On est très troublé par les prisonniers en Guantanamo Bay. Alors, la réputation des États-Unis à ce moment au niveau des droits de l'homme n'est pas au niveau très haut, parce qu'on ne protège pas de la même façon dans le pays, dans les États-Unis, et les États-Unis n'ont jamais compris l'importance des droits économiques et sociaux et culturels. En même temps, quand l'Europe souligne ou fait un effet stabilo sur cette attitude américaine, il n'y a aucune réaction de l'exécutif américain. Oui, non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est possible à ce moment que l'Europe surgisse. C'est ça. Et je vais répondre aux questions, si j'ai bien compris. Je crois que c'est très important à ce point de renforcer le Parlement européen et la démocratie à chaque niveau en Europe et d'avoir beaucoup de transparence. Mais ce que je me demande, parce que encore je vois l'autre monde, le tiers monde, si on a plus de démocratie, la vraie démocratie en Europe, pourquoi l'Europe ne comprend pas que les tarifs agricoles causent la pauvreté dans beaucoup de pays? C'est ça, il faut adresser les vrais problèmes.